Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Tech Café. C'est le troisième et dernier, peut-être, point d'interrogation, volet sur cette série Pourquoi aller au CES en compagnie de Swiss for Tech. Et après les épisodes avec Bruno et avec Laurent, d'aucuns avaient déjà supputé durant l'épisode dernier que nous aurions l'immense plaisir d'avoir dans un troisième volet Thierry. Salut Thierry Weber. Salut Guillaume. Merci beaucoup de te joindre à moi et puis de compléter comme ça ce dispositif en 3 temps autour du CES. Et c'est vrai que cette année, on a fait un truc un peu sympa, je trouve. C'est qu'on a un petit peu parlé du CES avant qu'il arrive, quelques semaines avant qu'il arrive. Et c'est parfait. C'est pas mal. Je pense que c'est pas mal pour les auditeurs et les auditrices, mais en fait, c'est aussi vachement bien pour moi parce que grâce à vos prises de parole, je vois un petit peu les coulisses et ça me permet d'appréhender cet événement de manière un petit peu différente, sans doute de manière un peu plus sérieuse. Parce qu'habituellement, comme je le dis à chaque fois, je relais cet événement au travers de la manière dont il est relayé dans la presse spécialisée, par les podcasteurs, par les youtubeurs. Et donc, je suis comme ça ravi de pouvoir en savoir un petit peu plus. Thierry, deux, trois mots quand même. On parlait effectivement juste avant de lancer l'enregistrement de ton passé podcastique, de ta grande expérience sur le sujet. Juste avant qu'on parle du CES, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur où on peut te retrouver et ton passé de podcasteur? Je me suis permis de m'appeler thierryweber.com puisque c'est mon nom, voilà, une URL que j'ai dû acheter puisque weber.com était déjà pris, vous savez, les fameux barbecues, j'ai aucune... Oui, je faisais même pas le lien, effectivement, t'as raison. Non, ils étaient déjà bien présents sur le web à l'époque. Je vais parler en français, ça ferait 95, 96. On achetait les accès Internet et les adresses mail à prix d'or. C'est vrai. Vous vous souvenez, il fallait payer à la minute ou je sais plus comment ça marchait. Et puis, quelques années plus tard, 2004, il y a un gars qui m'a bluffé avec son pote Dave Weiner, c'est Adam Curry, ex-animateur d'MTV, qui lançait le podcast, en tout cas en audio. Et il semblerait que je sois à cette date-là, fin 2004, début 2005, le premier podcasteur francophone à faire du podcast vidéo. Voilà. Excellent. Pour la petite histoire, en fait, je trouvais tous mes copains blogueurs, très érudits à écrire du contenu. Je me suis dit, moi, je suis un flemmard, je vais faire de la vidéo. Que nenni. Il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les outils, il n'y avait pas la bande passante, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Mais c'était une belle solution en fait pour partager des contenus et voilà, comme j'aime bien le dire, sans business plan, sans banque, sans études de marché et sans faire exprès, je me suis retrouvé à créer une agence à force d'être visible. Je continue d'ailleurs à aider les marques, les entreprises et toutes sortes de sociétés à être présentes sur le web grâce à la production de contenu. Voilà, trop bien. Très très gros résumé. Ouais, mais c'est très complet, c'est très chouette. Moi, j'en profite aussi, j'ai juste une petite question pour toi, pour avoir un peu ton regard, vu que voilà, tu es plongé dedans depuis plus longtemps que moi, même si ça va faire une quinzaine d'années, moi, que j'officie, mais sans doute avec pas les mêmes faits d'armes que toi au départ, mais j'officie dans le podcast. Mais tu perçois le podcast comment maintenant, toi, en 2025? Est-ce que, tu sais, on a souvent des articles qui montent en disant « Ah, c'est l'âge d'or du podcast oui. ». Bon. C'est quoi ton sentiment sur le podcast avant qu'on parle du CES? Écoute, moi, ça me fait tout le temps rire les fins d'année. Ça y est, 2026 sera l'année du podcast, comme l'année passée, comme l'année d'avant. Voilà, c'est une sorte de ritournelle qui revient chaque fois. Non, alors, moi, je suis très content de voir autant de personnes qui se lancent, qui découvrent, qui crochent sur l'idée du podcast, parce que l'idée de départ, Adam Curry, lui, il avait l'idée de se dire, moi, j'ai un super contenu, un patrimoine incroyable. Je peux pas le mettre sur Internet. À l'époque, il y avait Reel Audio, Reel Vidéo, autant dire des vidéos de taille d'un timbre-poste. Il s'est dit, il faut trouver une autre solution. Et j'ai bien aimé surtout la réaction très rapide de Steve Jobs de se dire, tiens, on va l'intégrer à iTunes. Et c'est devenu, à l'époque, le premier annuaire. Avant, il y avait des petites choses. On devait bricoler. Après, iTunes nous a permis de synchroniser avec l'iPod. Mais c'était quand même assez compliqué, il fallait connecter, machin, etc. Mais ce que je retiens du podcast, c'est que c'est un outil, comme toi tu le fais d'ailleurs, par exemple avec la voix de Guillaume, c'est que tu peux créer tes propres contenus. Voilà, tu as envie, tu as une idée, tu fais quelque chose.
eh ben vas-y, prends le lead, ouvre ton ordinateur. Oui, tu peux faire des choses avec du matos pas cher. C'est le message qui compte. Et Dieu sait que je suis très attentif à la qualité puisque je viens initialement du monde de la télévision. Mais c'était à l'époque une révolution, si je puis utiliser ce terme, parce qu'on pouvait créer son propre médium comme ça en quelques minutes. Et c'est ça que je retiens. Et moi, je suis toujours enchanté de voir des gens qui « Ah, j'ai découvert un truc, c'est génial, c'est le podcast ». Là où je suis à jouer le vieux con et puis un petit peu mon râleur, c'est tous ces jeunes gens qui arrivent et qui disent « Je vais t'expliquer comment ça a marché ». Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu as au catalogue? Qu'est-ce que tu as fait? Si toi, Guillaume, tu venais me dire, bah, tiens, moi, je vais t'expliquer ce que c'est le podcast, bah, tu serais crédible, tu as du contenu, tu as du catalogue, tu as des années d'expérience, moi, ce que j'appelle de l'inventaire. Voilà. Et ça me hérisse le peu de cheveux que j'ai quand j'entends des jeunes gens nous expliquer comment faire et qui ne sont pas à l'origine de contenu. Moi, je suis un éternel émerveillé, donc je suis très ravi, très content d'être ici sur Tech Café parce que c'est un contenu que j'aime bien et Dieu sait que je ne suis pas payé pour le dire. Hein. Je rappelle à tout le monde, j'ai rien reçu. Je vis en Suisse, donc mes prix sont très très chers. Mais voilà, c'est le trait d'union qu'il y a entre peut-être mes débuts, ce que tu fais, ce que font d'autres podcasteurs, c'est de transmettre cette passion, c'est d'utiliser, c'est de faire les choses. Et puis, sans continuer de passer de la pommade, une carrière comme la tienne, de se dire, tiens, je lâche un job, je me lance à fond là-dedans, moi je dis chapeau, parce que en 2025, et 2026 sera l'année des podcasts, hein, c'est sûr, eh bien, on n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir peur d'essayer parce qu'on a tout à disposition. Donc voilà, moi j'essaye de faire passer cette passion. Et pour répondre à ta question, où on peut me trouver, c'est thierryweber.com. Vous allez voir un blog un peu vieillissant parce qu'en fait, je n'arrête pas de produire pour les autres. Là, j'ai 4 contenus, 4 épisodes, plus un podcast pour une association, un épisode, un client que j'ai. Voilà, je produis beaucoup pour les autres. Voilà. Et c'est ça qui me fait plaisir parce que voilà, je pense être le premier podcasteur à gagner sa vie avec ces contenus que je produis pour les autres, pas les miens. Voilà. C'est peut-être la rançon du succès et de la générosité finalement qu'on voit avec ton incarnation. Merci infiniment. Je rappelle juste avant qu'on aborde le CIS que ce podcast, vous pouvez vous y abonner assez facilement et assez librement sur les plateformes audio, mais les plateformes aussi vidéo. Et je vous invite évidemment à aller jeter un coup d'œil à la plateforme de financement participatif si vous souhaitez faire partie de celles et ceux qui contribuent à l'existence de ce podcast en finançant la sortie des épisodes. C'est sur patreon.com/TechCafé. Thierry, on a déjà un petit peu décrit ce qu'était le CIS avec tes 2 compères durant les 2 épisodes précédents. Si jamais les personnes qui nous écoutent là ne l'ont pas encore écouté, évidemment qu'ils aillent se jeter sur l'écoute de ces autres épisodes. Je pense qu'ils peuvent les écouter après. Il n'y a pas forcément d'ordre incontournable. Non. C'est pas une série. C'est pas une série. Quoi qu'on pourrait faire l'après CES. On revient, on s'invite et on te fait l'avant et l'après. On en a parlé, figure-toi. Donc mais non, qu'il faut que tu te réserves un petit peu de temps, si tu peux, parce qu'on a déjà eu cette idée et je trouve que ce serait assez cool, effectivement. Mais en tout cas, voilà, on va continuer de parler de ce salon si particulier. Je voudrais qu'on se concentre un petit peu ensemble, Thierry, sur ce que représente l'Eureka Park et surtout cette structure par pavillon de pays. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose qui est assez récent dans l'histoire de ce salon. C'était pas le cas avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'organisation comme ça du pavillon et des pavillons de pays et puis de l'Eureka Park? L'Eureka Park, c'est mon coin préféré. Je pense pas me tromper à dire que c'est probablement la même chose pour Bruno, mon collègue, mais aussi Laurent, parce qu'il trouve des pépites. Alors, sans revenir sur l'historique qui a déjà été fait par mes collègues, mais effectivement, dans les années 50, 60, c'était New York, c'était de l'électroménager, puis après, il a fallu plus de place, et dans les États-Unis, c'est Las Vegas, c'est le plus grand, c'est le plus facile, c'est le plus pratique pour avoir de la capacité d'accueil.
Et l'Eureka Park, il faut s'imaginer que c'est un quart des exposants. C'est 1000 startups ou 1000 exposants ou 1000 structures en marge des 3 autres milliers d'exposants. C'est énorme. Ça a l'air petit comme ça, puisque c'est sous le Venetian Hotel. Mais c'est l'endroit où on adore se perdre. En tout cas, moi, j'aime faire cet exercice de partir aussi un petit peu à l'aventure parce que c'est probablement les technos, les outils, les solutions logicielles, c'est probablement les produits de demain qui sont là à traîner comme ça dans ce lieu. Des fois, tu arrives sur un stand, il est pas plus large qu'1 mètre de large parce qu'effectivement, les places sont comptées. Il y a des conditions, il faut venir avec une techno récente, tu peux pas exposer plus de 2 ans. C'est des prix, on va dire, je mets des grosses guillemets pour ceux qui n'ont pas l'image, acceptable, abordable, mais ça reste effectivement quelque chose, une opération assez coûteuse, mais qui vaut la peine, ne serait-ce que par exemple d'être remarqué pour les awards, que ce soit un honorees ou un nominees, pour pouvoir être visible auprès des médias, de la masse des distributeurs, des investisseurs, et j'en passe et des meilleurs. Donc en fait, très vite est venu se greffer, je crois qu'historiquement, c'est les Hollandais qui sont venus la première fois avec une délégation. Ils sont toujours avec un stand orange. Alors, il faut savoir que ce n'est pas forcément des centaines et des centaines de mètres carrés. D'ailleurs, chez les Hollandais, c'est très optimisé. Hein. Tu as juste une table, un semblant de table, une chaise haute et puis une paroi à peine plus large que ton moniteur. Et ça, c'est le stand. Et puis, il faut savoir que derrière, il y a l'équivalent. Et puis, comme ça, tu en mets une dizaine, une vingtaine. Et sous l'égide d'un pays, en fait, tu reviens, tu arrives à Vegas, on prend renfort, tu es accompagné parce que l'intérêt pour la start-up comme pour le pays, c'est de défendre les couleurs des compétences, un savoir-faire, une nouvelle technologie. Et sauf erreur, effectivement, les Hollandais avaient ouvert ça. Est-ce que c'est de leur propre initiative ou est-ce que c'est le CTA qui avait imaginé après accueillir des pays? Ça, je ne pourrais pas te le dire. Ça serait intéressant d'aller chercher. Mais quoi qu'il en soit, il vous faut, quand vous venez au CES, moi, j'aimerais passer plus qu'un jour. J'aimerais passer les 4 jours enfermés dans l'Eureka Park, tellement c'est enrichissant. Parce que tu as beau repasser, je me souviendrai toujours de cette start-up française où le gars m'a alpagué pour me vendre un logiciel qui recensait des endroits safe pour les personnes seules. Par exemple, tu sors du boulot et son pitch, moi je lui avais dit, chapeau, tu es un très très bon vendeur parce que sans ton pitch, sans le fait que tu m'aies alpagué, alors moi j'ai le... Attends, je crois que j'en ai un là, voilà. Je vais faire mon intéressant pour ceux qui n'ont pas l'image. Si vous voulez voir l'image, l'épisode est dispo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Tech Moi, je Café, me promène évidemment. avec ça, avec le badge média. Donc, tu as une couleur différente. Je te rassure, je ne les collectionne pas. Là, c'est simplement que j'ai eu la flemme de le jeter. Mais le fait d'être média, on attire un peu plus, effectivement, d'exposants. On voit les regards. Tiens, t'as vu, c'est un mec des médias et tout. Et donc, ils se jettent sur toi. Et c'est aussi un bel exercice pour ces startups, pour ces marques, de justement bien se vendre, bien se mettre en avant. Et voilà, je pense que j'aurais jamais fait la connaissance de ce logiciel, de cette innovation technologique française si je m'étais pas repromené à l'Eureka Park et puis si j'avais pas pris le temps de, comme j'aime le dire, un peu me perdre. Et donc, les pavillons, c'est devenu un élément important, les pavillons par pays. Très vite, on a vu beaucoup d'autres pays arriver. Et quand on a vu, il y a quelques années en arrière, un pavillon américain, ce qui est fou, puisque... C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, c'est un des plus gros exposants. Mais il n'y a pas de fédération, il n'y a pas quelque chose qui entoure tout ça. Et quand on a vu il y avait plusieurs départements. Sache que, par exemple, une année, on est allé voir les gens de la NSA. Alors, ils avaient tous le badge retourné. Ils avaient un tout petit stand. Impossible de savoir qui était qui. Pas de nom, pas d'enregistrement.
Et j'ai réussi à leur poser la question, mais pourquoi vous êtes là? On se doit d'être là parce que c'est là que ça se passe. Excellent. C'est là où l'innovation va voir le jour. Peut-être mes collègues l'ont déjà dit, c'est en janvier. Donc tu ouvres une année, tu lances des trends, tu lances comme ça des choses qui vont marquer l'année. Moi, j'aime aussi dire que c'est mon salon de l'auto à moi, puisqu'il y a de plus en plus de véhicules tech. Donc, on lance comme ça des nouveaux produits, des nouvelles technos. Et donc, ça va comme ça marquer 2026 pour parler de la prochaine année qui nous attend. Donc, les pays ont compris l'intérêt de venir pour mettre en avant leurs compétences, leurs connaissances, leur savoir-faire. On a eu pendant plusieurs années la French Tech qui était un des plus gros exposants. Il y avait par région, il y avait par ville. J'ai vu des choses accompagnées par des institutions. Il y avait la Poste, par exemple. Enfin, elle est toujours là. T'as je me rappelle plus. Il y a encore les régions, je crois qu'on a vu l'autre jour sur la carte. Oui, ça continue. Tu peux venir aussi sous l'égide de certaines sociétés. Il y a l'Institut de recherche nucléaire, là, je ne sais plus comment. C'est pas tout à fait institut, mais enfin, il y a des gros acteurs qui viennent, qui accompagnent et qui aident justement des start-upers à être présents et qui les prennent sous leurs ailes parce qu'il y a des fonds d'investissement, il y a peut-être des utilités, par exemple pour la Poste, à accompagner des start-up qui vont aussi prodiguer des services ou des produits pour la Poste elle-même. Donc ça a un sens. Et ça faisait que pendant quelques années, la langue la plus parlée après l'anglais, c'était le français. C'était assez amusant. Et donc le réveil des États-Unis, il y a eu par exemple le département de la Défense qui venait avec des startups. Moi, j'ai vu des très très beaux projets. Ça a été un signal fort pour nous, si tu veux, de voir que les Américains ont pris au sérieux ça. Quand on a vu la première fois l'Ukraine, malgré la situation, être présente, je te garantis que tu n'as pas du tout envie de parler de ce qui se passe chez eux parce qu'ils en veulent, parce qu'ils ont faim, mais surtout parce qu'ils viennent avec des vrais technos. J'ai pas besoin, j'enfonce une porte ouverte, de dire qu'ils sont devenus des pros du drone, mais ce n'est pas forcément les outils qui sont venus présenter. Et ça nous a marqué, comme on a vu la Turquie qui vient de plus en plus en renfort. Il y a la Corée du Sud qui envahit, qui, je pense, va bientôt ou qui dépasse déjà la French Tech en matière de nombre de stands et de sociétés qu'ils accompagnent. Puis eux, ils font des choses bien, ils accompagnent comme ça par type d'application. Il y a le solaire, il y a l'eau, il y a les énergies comme ça, et il y a la Smart City aussi. Et je pense que là, le CTA, les organisateurs ont su convaincre, ont su légitimer la raison pour les pays d'être là, parce que c'est le place to be, quoi. Enfin, c'est le plus gros rendez-vous tech et d'innovation au monde, même s'il se passe des trucs maintenant à Dubaï ou ailleurs. C'est là qu'il faut venir. Voilà. Donc de voir par exemple les services secrets, le FBI ou par exemple la NSA venir au CES, c'était enfoncer un clou dans cette évidence. Voilà, donc très très rapidement pour répondre à ta toute première question. Et alors du coup, quelle est la motivation principale, c'est un peu une double question, mais la motivation principale pour exposer au CES, même si on le sent bien au travers des épisodes et au travers de ton témoignage, qu'être présent là-bas, ça semble effectivement assez incontournable, mais je veux bien qu'on arrive à le toucher du doigt ensemble. Quelle est la motivation à exposer au CES et surtout, quelle est la motivation ou les raisons qui font que justement on peut être attaché à un pays? J'ai tendance à penser que est-ce qu'on n'a pas plus de visibilité en étant tout seul? Et quel est l'intérêt un peu de l'organisation des startups par pays comme ça? C'est un accompagnement pour certaines, je pense du côté des Français, la French Tech, au-delà du label, c'était un véritable accompagnement. Il y a peut-être du coaching. Je suis pas dans je suis pas dans le secret de ce qui se passe, par exemple pour les Français, mais je crois voir effectivement quelque chose qui vient sur du coaching, sur de l'aide, aussi technique. Faut exposer, il faut transporter aussi, parce qu'il y a des technos plus ou moins faciles à transporter. Il y a comme ça
un plus qui est assez sympa. Sauf erreur, pour la France, il y a beaucoup d'aides qui permettent aux startups de venir à moindre frais, voire même gratuitement. C'est pas le cas chez nous, par exemple, pour les Suisses, mais on arrive à proposer à nos compatriotes, enfin, le Swissnex, Présence Suisse, la Confédération en général, puis la SGE pour qui on travaille, la Swiss Global Enterprise, vient avec un apport qui n'est pas négligeable et qui permet d'un petit peu adoucir la facture. Et puis, il y a l'effet de meute ou l'effet de groupe. Ça permet, comme ça, de défendre la French Tech, le Swissness, la qualité coréenne ou asiatique en général, le design japonais. Voilà, ces entités viennent renforcer. Là où tu peux, si tu viens avec ta propre techno, ta propre innovation, être tout seul, puis aller dans un coin. En marge de toutes ces nationalités, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a de toutes sortes, des Allemands qui viennent comme ça un petit peu à la one again, se prendre un stand et puis le faire dans leur coin. Mais je pense que le fait de venir avec ce côté fédéré, ça renforce l'image. En tout cas, moi, je l'ai vu clairement. J'ai vu nos compatriotes suisses faire du business parce qu'ils étaient sur le pavillon suisse, parce que c'est là que ça se passait. C'est le Swiss Made, le Swiss Quality, par exemple, il est pas anodin, il n'est pas inventé. C'est une réalité qui fait que très souvent, en fait, il y a déjà 50% du boulot qui est acquis parce que, ah ouais, tiens, c'est suisse. Mais par exemple, les Japonais, moi j'adore ce qu'ils font parce qu'ils se sont améliorés d'année en année. Ils présentent mieux, ils sont moins, timides ou démunis par rapport à la langue de Shakespeare. Donc on sent qu'ils sont accompagnés, on sent qu'ils sont drivés pour qu'ils puissent donner leur meilleur d'eux-mêmes. De se rappeler, mais ça a déjà été dit ici, c'est que 4 jours. Tout ça, c'est que 4 jours. Voilà, donc il faut bien les préparer. Ouais. J'imagine qu'il y a effectivement peut-être des mutualisations aussi de ressources. Enfin, je sais pas, je réfléchis à voix haute à ce sujet, mais j'imagine que sur tout ce qui est l'aspect logistique, l'aspect peut-être même accès aux barrières des langues, peut-être Oui. il y a des intérêts aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu as vu une émanation quelconque de l'entité Union européenne sur parce que là, spontanément, effectivement, tu nous parles des pays européens, des grandes puissances dans le monde, mais est-ce qu'on a peut-être même timidement des émanations d'une espèce de bannière comme ça, Union européenne? J'ai tendance à penser que c'est aussi ça qui permettrait de valoriser un savoir-faire. Ouais. On l'a vu il y a pas mal d'années en arrière, enfin pas mal, j'ai l'impression que ça fait 120 ans que je vais au CES, mais c'est pas le cas. Il y avait ce fameux moteur de recherche européen, Quant, exactement. On a pu voir les gens qui étaient derrière, il y avait beaucoup de Français. On a vu les gens de Firefox, de Mozilla en fait. Mm-hmm. Il y avait comme ça une année ou deux une volonté de venir aussi sous l'égide de l'Europe. Mais c'est pas forcément quelque chose de facile à défendre. Je dirais que, bon, moi je suis mal placé, la Suisse n'est pas dans l'Europe, mais elle est en pile au centre. Mais le fait de venir par pavillon, par pays, les pavillons par pays, ça, c'est pas contre-productif par rapport à l'Europe. J'allais te dire peut-être même au contraire, parce que ça renforce la diversité des talents et des savoir-faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça permet de montrer la multitude des compétences. Quand tu vois l'Ukraine qui est en temps de guerre, qui est dans une situation vraiment compliquée, là c'est la 4e année qu'ils sont à se faire emmerder par qui on sait. En fait, tu vois que le business, l'innovation, que les solutions, elles sont là, dans le sens où la vie ne s'est pas arrêtée du côté de l'innovation. Il y a des personnes qui ont plus faim. Moi, c'est l'expression que j'aime bien donner, bien prendre parce qu'en fait, on voit qu'ils veulent justement briller, ils veulent pouvoir s'ouvrir au marché. Faut pas rêver. S'ouvrir au marché US, c'est très dur, mais quand tu ouvres cette porte, c'est juste incroyable parce que le marché, il est énorme. Donc,
je ne sais pas s'il y a un investissement côté européen, mais l'investissement par pays, il est réel. Ça, c'est clair et net. J'ai vu l'IFA, la Roumanie, par exemple. Ça m'a aussi amusé, ça m'a surpris. Sauf erreur, ils étaient là aussi au CES. La Turquie vient de plus en plus importante. Ils sont venus, par exemple, avec de la véhicule tech, des voitures électriques, des choses comme ça. Donc, en fait, c'est peut-être le bon réflexe qu'ont eu les gens de la CTA pour le CES de se dire il faut qu'on les soigne parce que le modèle, comme je te l'ai dit, tu viens avec une techno qui n'est pas trop vieille. Tu as le droit de venir 2 ans de suite, mais après, tu n'es déjà plus un start-upper. Pour eux, en tout cas, il faut aller à l'étage au-dessus, il faut aller dans d'autres ailes, et ça ne coûte plus le même prix. La Suisse a trouvé une jolie solution, puisque maintenant, on a 2 pavillons, un à l'Eureka Park et un juste au-dessus. Donc, pour, on va dire, les alumni, pour les vieux, qui sont déjà venus, qui ont déjà bénéficié de ce programme, ils peuvent continuer à briller au CES, mais cette fois-ci dans une autre partie. Et je pense que là, c'est l'évidence, c'est de se dire, si un pays fait l'investissement de venir au CES, surtout à l'Eureka Park, c'est pour continuer après à laisser son empreinte. Parce qu'il y a des success stories qui se font, c'est-à-dire qu'il y a des produits, des innovations qui se remarquent, et puis après qui passent la seconde phase, c'est-à-dire qui s'industrialisent, qui commencent à être mieux distribués, qui commencent à être mieux vendus, et puis surtout qui s'offrent et qui s'ouvrent au marché US. Moi, je me rappelle toujours de ce jeune gars qui a eu le réflexe de lire la toute dernière ligne. Là, j'en veux à mes collègues de Présence Suisse, mais je leur ai déjà dit la chose, donc j'invente pas un secret. C'est que l'importance d'aller sur les awards avait été mal présentée, mal défendue, si tu veux, auprès des participants. Ce que font pas les Français, parce que vous raflez pas mal de awards, vous êtes souvent à avoir des trophées sur les stands, et c'est un gage de sécurité. Tu vois même carrément des emballages de produits, une fois sur le marché, avec carrément le logo du CES Awards pour dire tiens les gars, on a gagné un prix, ou on a été nominé, on a été remarqué au CES. Donc c'est un label de qualité. Ce gars, ce Suisse, il est venu avec une solution pour son frère initialement, qui est musicos, qui disait c'est toujours chiant parce que quand tu fais un line-up, quand tu fais un soundcheck, je veux dire, en fait, il faut tirer les câbles, il faut brancher tout ça, il faut attendre que tout soit bien branché, puis après, tu peux enfin tester le sound system. Et il a inventé, en tout cas, il a su adapter quelque chose qui n'était pas forcément une invention, c'était des émetteurs, des récepteurs pour des instruments de musique sans latence. Parce que, bien évidemment, il faut que ce soit vraiment du direct. C'est pour ça qu'on bosse toujours avec des câbles. Et il a vu qu'il y avait 9 heures de décalage avec la côte ouest, alors il s'est vite dépêché de soumettre son idée, son projet, son produit aux Awards. Et il me raconte ça et il me dit mais j'ai eu fin nez de le faire parce que j'ai été nominé. Et je te jure, je ne vois pas arrêter de passer des gens, des investisseurs, des distributeurs, des grandes marques, parce que je suis sorti de cette immense masse d'exposants. J'ai un coup de projecteur sur mon produit, et probablement qu'à l'époque, il était déjà en discussion avec plusieurs importateurs ou distributeurs, voire même peut-être des investisseurs. Voilà, ça c'est des choses justement sous l'égide d'un pays qui peuvent être mieux défendus, mieux préparés. Il faut être fier de ce qu'on sait faire. Moi, je suis aussi organisateur d'événements pour faire briller des métiers, que ce soit les métiers du web, les métiers de la pub. Et j'ai même donné vie à un prix qui s'appelle le meilleur du podcast, tu vois, pour faire briller justement ces industries ici dans notre pays. Parce que, justement, ces prix ont une valeur. C'est qu'à la longue, après plusieurs années, c'est un gage de qualité. Donc, de voir des marques, des entrepreneurs, des start-upers sortir des produits avec le logo du CES, moi, ça me fait plaisir. C'est des gens qui ont compris pourquoi il fallait aller là-bas en tant qu'exposant.
Pendant qu'on échange, on a tes compères hein, qui font partie des personnes qui assistent à notre échange. Donc, je peux citer quelques réactions. Il y a Laurent qui dit: tu as raison, Thierry, la Corée monte en puissance au CIS dans le salon Roca Park des startups en présentant des thématiques structurées. Là, même où la France regroupe les startups en région. Et puis, Bruno qui abonde en disant qu'il y avait un pavillon Europe l'année dernière dans le Roca Park et la French Tech. C'est même des pavillons en région, lui aussi, dit-il. Par exemple, Auvergne-Rhône-Alpes, on les a vus sur la carte. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'un pays, tu citais la Corée du Sud, la Turquie, tu as cité aussi la Roumanie, en tout cas, qu'est-ce qui fait qu'un pays arrive à être dans une présence croissante, à émerger un petit peu au fil des salons? Est-ce que c'est parce que c'est un vrai reflet d'une dynamique économique et industrielle dans le pays où le tissu économique qui favorise les startups, du coup, fait que ça émerge naturellement dans un salon comme le CIS? Ou est-ce que c'est simplement parce que le pays s'organise mieux pour valoriser ses savoir-faire? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'il y a des pays qui ont une présence croissante comme ça au CIS? Je pense que c'est un mix de tout ça, mais c'est surtout aussi l'esprit de compétition. On reste sur des ambiances bon enfant. Il n'y a personne qui se regarde de travers. C'est rassurant. Voilà. Compte tenu de l'époque dans laquelle on vit, c'est rassurant. Exactement. Ça arrive encore. Exactement. C'est d'ailleurs flagrant parce que moi, en tant que média, j'adore assister à ce moment-là, que c'est le CS Unveiled, c'est juste avant l'ouverture officielle et seuls les médias peuvent aller. Alors là, pour le coup, c'est des tout petits stands. T'as de la bouffe et de la boisson à volonté. Ça, je ne le dis pas trop à mes collègues, mais c'est juste la fête du slip pour ça. Donc tu vois que là, le citier, il a envie que ça se sache. Et puis, c'est vrai qu'en tant que média, alors moi, je bosse pas pour un média live. J'ai pas besoin de tout de suite dire « Ah, j'ai vu un truc, etc. » Mais là, tu peux encore avoir plus d'intimité avec, justement, un exposant, voire un pays, parce qu'il est défendu par celui-ci. Je dirais que c'est quand même un esprit de compétition, mais sans qu'on se tape de travers ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est aussi une histoire de fierté. Et Dieu sait que pour nous, pour les Suisses, c'est difficile. Je ne sais pas si mes collègues t'ont raconté l'histoire, la naissance du pavillon suisse, mais c'est un truc improbable. C'est un coup de gueule. Moi, je suis rentré fâché d'un CES parce que je raconte toujours cette anecdote avec une idée un peu arrêtée à l'époque, hein, depuis j'ai changé, mais je me promenais sur le pavillon italien qui était très très beau, dans les blancs comme ça et tout, puis il n'y a pas à faire, les Italiens ils savent se saper et tout, ils savent parler, ils sont très vendeurs et tout, puis j'ai vu des jolis projets, puis tout d'un coup je vois dans le pavillon italien, il y a une aile carrément pour la Sardaigne, puis moi je me dis mais attends, il y a des startups en Sardaigne. Vraiment le réflexe très con de se dire mais c'est une île, enfin c'est comme si la Corse venait si il y a des startups et il y avait des super projets, il y avait des super produits et c'est là où j'ai dit à Laurent et Bruno, je dis mais c'est pas possible les gars, on vient d'un pays qui est dans le top 5 des pays les plus innovants, il est même pas foutu, il est même pas capable d'être présent parce que la Sardaigne, le petit truc drôle, c'est que les Sardes adoreraient adhérer à la Suisse. Parce qu'ils ne veulent pas être italiens. Ils ne veulent plus être rattachés à l'Italie. La Sardaigne, c'est un pays à part entière, si tu veux, qui est très beau, qui marche bien. Le sud de l'île est très étudiante, c'est très jeune et tout. Le haut, le nord, c'est très touristique. C'est un pays qui adorerait être rattaché à un autre, en l'occurrence la Suisse. Bref, on rentre de ce CES, on commence à tousser à gauche, à droite, dans les médias, etc. Il y a une personne qui nous entend, qui nous écoute. Il nous met en contact avec, à l'époque, Nicolas Bidot, qui était encore à Présence Suisse. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve dans des Zooms où il y avait 30, 40, 45 personnes. Tout d'un coup, tout le monde s'est dit, mais ils ont raison, ces trois gars. Il nous faut être présent, il faut montrer, il faut être fier de ce qu'on sait faire. Et en tant que Suisse, tu sais, c'est un exercice pas facile. Moi, je passe pas pour un Suisse parce que déjà, je parle sans accent et puis en plus, je parle vite et je parle beaucoup. Mais même si j'ai mon passeport suisse, je suis un pur produit helvétique. Et ben, en fait, notre pays, il engendre des personnes, des sociétés, des entreprises, des start-upers timides, gênés, qui n'osent pas se mettre en avant, qui n'osent pas être fiers de ce qu'ils savent faire.
Donc, le projet du pavillon suisse prend forme avec présence suisse. À l'époque, on va s'entraîner à Vivatech. Donc, il y a eu une première version du pavillon à Paris. Là, on voit que la mécanique qu'ils avaient imaginée, c'était un peu compliqué. Le stand, il tournait, etc. Et notre ami Nicolas Bidot, il imagine une scène que tu peux fermer avec un filet. Puis il nous dit, ouais, on va faire un stand de drones et tout. Puis avec Bruno, on n'arrêtait pas de lui dire, mais non, mais c'est passé les drones, c'était il y a 2 ans. On va passer pour des blés, c'est nul. Enfin. Et ce gars a eu raison, parce que tu peux pas faire voler de drones à moins d'être justement dans une cage fermée. Mais lui, il a imaginé une cage qui est à la fois une scène pour pitcher et à la fois une cage à drone. Excellent. Il y avait une start-up suisse qui venait avec une immense soufflerie pour venir proposer un système de test de drones dans des espaces restreints pour l'aérodynamisme, la fiabilité, etc. D'accord. Puis ils ont décroché des contrats. Et puis en fait, ça faisait tellement de bruit que ça attirait du monde. Et puis pour parfaire tout ça, Nicolas avait même imaginé des happy hours. Donc il y avait tout le monde qui venait parce que faut savoir que manger et boire là-bas, ça coûte un bras. Mais proposer de l'alcool ou des boissons ou à manger, c'est encore plus cher pour l'organisateur, pour le tenancier du stand, parce que tu es obligé de passer par les prestataires locaux. D'accord. Autant dire que la bière que tu reçois, même si c'est une pseudo-bière belge, tu la payes très très cher en tant qu'organisateur. Donc ça faisait plaisir à tous les autres pays de venir comme ça siroter des binges gratuitement sur la Suisse. Et ça a eu un effet de levier. Ça a fonctionné, ça a offert de la visibilité à tous les exposants qui étaient là. Et puis ça a perduré. On est retourné à Vivatech, on a réimaginé des pavillons. C'était très drôle parce que c'était du jaune et du noir. Puis le drapeau suisse, c'est blanc et rouge. Enfin voilà, on a cassé plein de codes. Je dis on parce que je me mets dans cette histoire, même si je n'étais pas après derrière le pavillon. Mais ça a fédéré, si tu veux, tout un pays et tout un savoir-faire. Et puis surtout, pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, la Suisse, c'est 4 langues différentes. C'est des tonnes de régions autant différentes les unes que les autres. Donc c'est encore plus dur de fédérer comme ça cette mini-Europe qu'est la Suisse. Et ça a marché. On avait des Suisses allemands, on avait des Tessinois, donc la partie suisse-italienne, on avait des Romans, les francophones. Et cette alchimie a fait que ça a fait briller toutes ces sociétés. Donc oui, la présence des pays, elle est pas anodine, elle n'est pas inutile. Et puis ça fait pour nous, ça faisait briller le Swiss Made, par exemple. C'est rigolo ces anecdotes parce qu'on voit de l'extérieur le CES qui est une espèce de fenêtre sur l'industrie. Donc on a une vision un peu implacable des choses, du marketing, une offre, une rencontre entre une offre et des clients. Est-ce qu'il y a une viabilité commerciale ? Mais quand même, ce que je retiens au fil des échanges, et je trouve que tu l'incarnes aussi particulièrement, c'est que le CES, c'est aussi des petites histoires, c'est aussi des petites anecdotes, mais qui ont malgré tout des conséquences sur ces enjeux industriels et de commercialisation de produits tech. Donc, c'est à la fois très rigolo, ça rend le sujet effectivement très humain, et ça montre encore une fois à quel point, oui, en cas de confinement, on va peut-être trouver, nouveau confinement, on va peut-être trouver des alternatives à un salon pendant une période donnée, mais dès que le confinement s'arrêtera, ça reviendra de plus belle parce qu'il y a besoin de ces échanges humains et de ces petites anecdotes et de ces interactions humaines, y compris pour des sujets tech. Donc c'est hyper intéressant. Comment tu vois l'évolution ces dernières années du salon ? Est-ce que tu as le sentiment que c'est une mécanique bien huilée qui ne change plus maintenant et qui est implacable ? Est-ce que tu vois des petites évolutions et comment tu perçois un peu cet aspect médiatique autour du salon aussi ? Ça, c'est un des aspects, moi, qui me parle, c'est l'aspect médiatique. C'est que très souvent, moi, je regardais les Européens et précisément les Allemands. J'ai participé à pas mal d'expositions professionnelles dans plein de domaines. Et il y avait des lieux en Allemagne que j'adorais parce qu'en fait, j'ai fait Düsseldorf, j'ai fait plein d'autres salons presque autour de la tech. Et j'hallucinais de voir qu'ils avaient leurs propres équipes médias. Donc, ils mettaient à disposition des journalistes, des caméramans. Et ça, aux États-Unis, c'est super bien rodé. Donc, ils te créent en tant que média du stock shot monstrueux. Donc, moi, j'adore. J'ai plus qu'à me servir. En fait. Voilà, des Abbey Roll, comme ils aiment le dire. Donc, tu peux puiser là-dedans. Mais en marge de ça, ils ont compris maintenant
l'importance de se rajeunir. Alors certes, ça reste encore très gentil. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un marché très compétitif, très sérieux, mais le CES est devenu un média à part entière. Parce que il a su se réveiller à un moment donné. Ça, c'était avant le confinement. Tu avais des box qui étaient mises à disposition pour les podcasteurs qui pouvaient comme ça venir se poser et faire leur propre contenu comme ça avec du matériel qui était mis à disposition. Il fallait réserver le truc. Avec l'arrière-plan, j'imagine, le logo CES. Ouais, alors il y a ça, il y a les petites scènes où tu pouvais aussi t'installer pour faire du tournage. Il y avait nos copains de 01net qui venaient avec leur propre studio qui était sous l'égide d'un des stands de la French Tech. Donc je pense que dans la tête des organisateurs, ils se sont dit mais pourquoi on ne ferait pas ça nous-mêmes? C'est-à-dire que oui, on accueille des journalistes. Là, 2025, le marché, il est compliqué, hein, pour ne pas dire rude. C'est la première année où j'ai été accrédité en moins de 24 heures, là où d'habitude ça prend des jours et des jours pour... faut tout juste pas fournir une analyse de sang, d'urine et tout pour prouver, oui, je viens en tant que média, parce qu'ils sont très restrictifs. Là, on sent qu'ils ont envie d'ouvrir les vannes, de faciliter l'accès. Et donc, pour revenir à ce que je disais, ils se sont dit, mais on doit être nous-mêmes aussi des prescripteurs de cette information. Donc là, il y a deux jeunes gens, j'ai oublié les noms, il y a ces deux personnes qui s'identifient au CES et qui viennent sur ton compte Insta, qui viennent comme ça sur des lives à gauche, à droite, te balancer, te partager de l'information pour justement venir encore plus, je veux dire, te fournir ces contenus. Ah ouais. Donc, ils ont mis un accent vraiment très très fort. Pendant le CES, tu as aussi du print. Il y a carrément un journal qui est imprimé. Je ne sais pas quelle est l'utilité, mais voilà, il y a ça. Il y a ce changement, moi, que je l'ai senti depuis, peut-être pratiquement après le Covid, où tout d'un coup, ils se sont dit, c'est bien d'accueillir des médias, c'est bien d'accueillir des journalistes, mais il faut que nous-mêmes, on soit... Parce qu'avant ça, tu avais des stands énormes. Il y avait 01net qui venait, qui mettait ses caméras, qui faisait des lives, qui invitait des patrons. Il y avait TechCrunch qui avait un immense stand avec des caméras. Il faisait du live vidéo et puis pendant les 4 jours non-stop avec justement des invités, etc. C'est des choses qu'on retrouve un petit peu dans certains salons, mais là, ça s'est franchement accentué au CES, c'est que c'est eux-mêmes maintenant qui pourvoient ce type d'information. C'est-à-dire que tu peux accéder à cette information en tant que média ou simple visiteur, mais en marge de ça, tu peux aussi accéder à des photos, des vidéos que tu pourras utiliser libre de droit pour illustrer tes propres propos. En gros, c'est typiquement du matériel que tu n'as plus besoin de tourner. Pardon. Et puis, il y a certains exposants qui sont plus sensibles à ça et qui te préparent ce matos. Moi, j'aime bien les marques qui te mettent à disposition sur leur site du contenu média pour les médias, donc des photos de bonne qualité, des vidéos de leurs produits, etc. Donc ça, c'est un premier changement. L'autre changement, c'est un petit peu ce que j'ai déjà évoqué avant, c'est une meilleure considération des exposants par pays, ou en tout cas, peut-être aussi de leur part, un plus gros travail de prospection pour aller les chercher, pour les inviter, pour les faire venir. Je pense, mais je ne sais pas, je laisserai mes collègues me corriger si jamais, mais je pense que la Turquie, on est allé la chercher. Parce que j'ai pas tout de suite compris pourquoi ils venaient, puis j'étais un peu dubitatif, mais oui, il y a de l'innovation aussi dans ces pays. L'Ukraine, je les vois assez venir taper à la porte pour dire, mais nous, on veut en être, on veut exposer. Donc peut-être que là, justement, avec, on va dire, cette nouvelle génération, après le changement de direction de Gary Shapiro qui a passé le relais, il y a peut-être un renouveau, justement, au niveau de la communication. Maintenant, le salon en lui-même, le gros changement, c'est qu'il n'arrête pas de grandir. Ça n'arrête pas de grandir. Toutes les nouvelles ailes qu'il y a vers le LVCC, le Las Vegas Convention Center, autour de la véhicule tech, c'est juste énorme. Il faut imaginer qu'il y a des bâtiments qui ont été créés pour encore plus accueillir justement des fournisseurs de solutions, du matériel, des marques de voitures, des providers de solutions logicielles. Enfin, c'est gigantesque. Voilà, toute première année où je suis allé au CES, j'ai compté 52 km de marche à pied
je crois, le premier jour. Donc j'ai arrêté de regarder le nombre de pas et le nombre de kilomètres qu'on fait, parce que c'est encore pire, c'est encore plus grand. Mais à côté de ça, tout ça fonctionne, tout ça est bien huilé. Tu te prends ton abonnement monorail, tu te déplaces. Faut oublier l'idée de se louer une bagnole ou faire des trucs à pied. C'est juste gigantesque. Mais toute cette mécanique, elle est bien huilée. Donc ça, c'est aussi des choses qui ont montré qu'ils ont su s'adapter pour réatteindre le nombre de centaines de milliers de visiteurs qu'ils avaient avant la crise du Covid. C'est très malin quand même, hein, leur manière de s'organiser avec cet aspect médiatique et de fournir effectivement un environnement un peu clé en main pour qui veut partager la vie du CES, mais en même temps, voilà, ils sont présents encore plus de manière contrôlée. J'aime bien l'image que tu nous donnes de TechCrunch ou de 01net qui avait voilà, des entités qui devaient en plus laisser très visible leur marque et le nom de leurs médias. Et là, effectivement, le CES reprend un petit peu la main sans pour autant plomber parce qu'ils ont besoin des médias pour relier ce qui se passe, mais c'est du win-win. C'est du win-win, c'est très malin. C'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux positif pour tout le monde. Il y a dur à cuire dans la chatroom qui parle d'autres salons, Hannover Messe, Cebit, et puis pour les plus anciens, Comdex, qu'ils trouvent préférable au CES pour l'informatique pure. Et c'est vrai que là, on va reprendre des choses qu'on a déjà dites avec tes compères, mais finalement, j'ai l'impression que le CES n'est pas le plus spécialisé, mais c'est peut-être le plus incontournable quand on mesure un petit peu ce qui se passe dans le domaine de la tech. Donc voilà, il n'y a pas la vertu sans doute de la spécialisation d'autres salons, mais effectivement, ça a l'air d'être quand même le truc incontournable. Je ne sais pas si Durécure, il est aussi vieux que moi, mais alors, et puis qui connaît un petit peu la Suisse, mais moi, il y avait un salon que j'adorais qui se tenait ici en Suisse, à Lausanne, qui s'appelait tout simplement Computer. C'était à l'époque où les ordinateurs coûtaient une blinde. Et c'était génial de savoir que tu sortais de chez toi, tu allais au Palais de Beaulieu, et tu rencontrais Commodore, tu rencontrais les grandes marques, tu avais du IBM, tu avais des constructeurs qui venaient en Suisse pour une expo autour de l'informatique parce que on vient de loin. C'était des choses qui n'existaient pas forcément, puis qui étaient assez importantes pour être fédératrices, pour attirer justement des exposants, même pour revenir à un truc aussi petit qu'était Computer, qui à l'époque était quand même assez gros, je trouve, pour des exposants informatiques. Alors oui, je suis un peu d'accord avec lui, il y a du plus, du moins, mais la force ou les forces du CES, c'est début d'année, États-Unis, grandeur, c'est juste gigantesque. De nouveau, dans les plus hauts chiffres, on a dépassé 2-3 fois les 4000 exposants, dont un quart, plus de 1000 exposants sont réunis à l'Eureka Park, donc c'est incontournable. 180 000 visiteurs. C'est des nationalités et des médias, en veux-tu, en voilà. Tout ça réuni, peut-être aussi avec la véhicule tech, parce que là, je parle en connaissance de cause, puisque peut-être vous le savez dans la chatroom ou pas, mais il n'y a plus de salon de l'auto à Genève. Ça a périclité. Il y a Dubaï qui a voulu racheter le truc, puis ça n'a pas marché. Et puis en fait, voilà, c'était un fleuron dans le monde de l'exposition. Il y avait toutes les marques françaises, américaines, européennes qui venaient. Et voilà, le Covid a eu raison de ça et plus d'autres éléments. Et ça a périclité. Donc pour moi, le nouveau salon de l'auto, de voir BM, de voir Mercedes, de voir Ford, de voir les Chinois avec des trucs mais incroyables, quoi. Faut qu'on arrête de payer des voitures aussi chères parce que les Chinois, il n'y a pas d'option, il y a tout dedans. Voilà, c'est devenu une place to be. Maintenant, l'argument le premier, je dirais, c'est le début de l'année. Je pense que c'est une des forces du CES, c'est que ça marque effectivement l'année. Moi, j'aime bien revenir avec les yeux qui brillent, puis je me dis, mais combien de temps je vais garder cet émerveillement, puis j'essaie de le conserver pendant plusieurs mois. Parce qu'en fait, avec mes collègues, Bruno et Laurent, ah ouais, tiens, on avait vu ça et tout. Puis on en parle en avril, on en parle en juin, on en parle en juillet. Parce que on s'est attaché à 2-3 trucs, on les a remarqués, puis on adore les suivre. Et puis voilà, je sais pas, un truc comme celui-là, de le voir au CES, puis de revenir avec. Je montre pour ceux qui ont l'image le Plaude. Moi, ça fait plusieurs années que je l'ai, parce que je l'ai ramené du CES. On les a découverts là-bas. On a été des bakers avec Laurent.
Et on les a vus, on les a rencontrés. Donc voilà, c'est des choses comme ça où on se plaît à se dire, bah, tiens, on était au début de ce produit. Alors on a aussi acheté des trucs qu'on finit dans la bibliothèque, puis qu'on n'utilise plus. Là, je parle du Rabbit 1, par exemple. On a craqué avec Laurent. Et certes, il y a eu des mises à jour et tout ça, mais voilà, bon, bah, on s'est extasié pour rien. Donc de voir ça et un produit où je peux te parler très très facilement, c'est le Yang 187. C'est le premier drone monospace pour une personne autonome qui est capable de voler et qui est autorisé par l'aviation civile chinoise. On l'a vu au CES, on a vu des images, on n'a pas vu cet objet voler. Il l'avait fait voler en dehors de Las Vegas, mais ça y est, l'équivalent de... Nous, on a l'OFAC ici en Suisse, l'Office fédéral de l'aviation civile, en Chine, a autorisé les vols autonomes de ce machin. Et nous, on l'a vu il y a quelques années. Tu te dis, waouh, voilà, ça y est, on y est. C'est des technologies, des innovations dans lesquelles tu n'es pas forcément très très chaud à y croire. Et puis en fin de compte, ben, tu les suis comme ça de nombreuses années et puis tu réalises qu'en fin de compte, ça devient une réalité. C'est ça qui est assez intéressant. C'est aussi la force, je pense, du CES. Tu abordes ces sujets-là, je peux pas m'empêcher de te demander, est-ce que en un mot, mais tu sais qu'on a des rumeurs côté OpenAI avec le design par Johnny Ive d'un appareil, voilà, on n'en sait pas plus, évidemment, il est question du proto. Est-ce que tu penses que à l'échelle de quelques années, double question d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'à l'échelle de quelques années, un produit aussi révolutionnaire que le smartphone pourrait peut-être le remplacer et arriver à s'installer dans nos vies aussi massivement? Je parle vraiment de l'aspect matériel, parce que sur l'aspect logiciel, on pourrait parler de l'évolution de l'IA avec les chatbots qui les amènent, mais vraiment sur l'aspect matériel, est-ce que compte tenu de ton expérience avec le CES, compte tenu de ce qu'on dit sur ces produits qui sont en cours de développement, ça pourrait arriver d'avoir quelque chose qui soit vraiment, pour utiliser le terme au moins une fois dans ces épisodes, disruptif, tu vois? Est-ce qu'il apporterait quelque chose? Alors, je pense qu'on en a déjà les préceptes de base avec un homme que j'aime pas du tout, que moi j'avais vu, alors je ne l'ai pas vu personnellement, mais je l'avais vu à une conférence à laquelle il y avait tellement de monde qu'ils ont ouvert une deuxième salle de plus de 4 ou 5 000 personnes. C'était à South by Southwest à Houston, au Texas. C'était Elon Musk. Oui. C'était complètement fou. Petite anecdote très drôle. Le journaliste lui dit, mais comment ça se passe? C'était avant qu'on réalise qu'il était con, ou bien chiant, ou bien impossible. Mais il est quand même à l'origine de belles choses. Et il y a un des produits, moi, qui me parle, je vais y venir. Le gars lui demande, mais comment ça se passe avec votre famille et tout, vos enfants? Oh, ben, je leur écris de temps en temps des emails. Et tu vois le reporter qui s'arrête net. On a beau être aux États-Unis, le mec. Bon, prochaine question. La classe. Voilà. C'est Neuralink. Parce que je pense qu'un smartphone, même s'il se plie, même s'il est transparent, tout ça, ce sont que des étapes. Les devices, alors moi je suis peut-être trop vieux, j'aime bien le clavier et l'écran. J'ai des iPads, j'ai des tablettes, mais le retour au clavier et à l'écran, j'aime bien. Mais je sais que la prochaine étape, c'est plus d'écran, plus de clavier. Mais ça ne sera pas un device... tu vois, le Plot, tu peux l'avoir comme ça derrière ton smartphone, mais tu peux l'avoir en pendentif. Peut-être que Hive et ses potes d'OpenAI vont nous sortir un device qui sera encore mieux intégré. Bruno s'est acheté le pendentif, puis en fait, il réalisait qu'il ne l'utilise pas beaucoup. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est l'interconnexion avec le corps humain. Là, ça sera disruptif. Alors, Neuralink, est-ce qu'ils vont là-dessus? Est-ce qu'ils veulent aller là-dessus? Je ne sais pas. Mais je sais qu'on est de plus en plus capable d'interfacer le corps humain avec de l'électronique. L'homme augmenté, l'être humain augmenté, moi j'y crois. Et là, t'imagines, t'es là, on est en train de parler, et je suis en train de penser à quelque chose, je sollicite ChatGPT ou n'importe quel AI, et hop, j'entends la réponse et je te la balance parce qu'effectivement, je n'ai pas besoin d'aller sur un clavier, un écran pour aller chercher cette information. Et c'est pas dans mes lunettes, c'est pas... Parce que tout ça, ce sont que des étapes. Les lunettes, c'est très, très tentant d'en acheter, que ce soit chez Meta ou les autres. Mais
encore une fois, ce n'est pas des produits qui vont durer. C'est ceux et celles qui seront prêts à se dire, peut-être qu'on n'est pas obligé de greffer des trucs sur le cerveau, je ne sais pas, on sera capable, on est capable. À l'EPFL, par exemple, il y a des gens qui, rien qu'avec la pensée, avec un casque, donc il n'y a rien d'intrusif, ont réussi à faire que 2 personnes communiquent à distance sans se parler. Incroyable. Parce qu'effectivement, ils ont réussi à décoder des signaux du cerveau pour les transmettre plus loin, pour que le receveur puisse dire tiens, il m'a dit ça, il m'a dit ci. C'est ça. Et ça sera disruptif parce que la science-fiction nous l'a déjà montré. Il y a déjà plein de pistes qui ont été évoquées sur le fait que tu puisses interfacer ton corps avec de l'électronique. Et je ne sais pas si on est assez jeune pour vivre cette prochaine étape, mais ça c'est... Voilà. Le smartphone, je l'adore, mais le jour où ça, c'est intégré à mon corps, moi, je signe tout de suite. Je comprends. Et alors, plus proche de nous, sans aller sur cette prochaine itération disruptive, est-ce que tu vois une tendance, un truc marquant qui arrivera selon toi? Alors, c'est toujours un petit peu compliqué de se jouer le rôle de Madame Irma avec la boule de cristal, mais une tendance tech qui risque d'émerger, et peut-être que tu as des aperçus de ce qui va arriver au CES, qui serait marquant pour 2026. C'est la question qu'on nous pose chaque année. Et à laquelle vous répondez toujours la même chose, vous ne répondez pas? On n'est pas des devins, mais le CES essaye d'avoir une thématique chaque année, de coller à un thème, parce que c'est bien pour un événement. Et l'année passée, on était autour justement de l'IA. Mais je pense qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini sur ce thème. On est en train de vivre une sorte de progression exponentielle. Moi, je m'amuse déjà avec des modèles de langage en local. Je m'amuse avec de l'automatisation. Et la prochaine étape, moi, c'est de pouvoir effectivement de pouvoir parler à un modèle de langage et qui comprenne automatiquement ce que je souhaite faire et non plus aller le chercher ou tâtonner pour trouver des solutions. Et je pense qu'on va vers ça. On a vu des technos qui ressemblaient à ça, mais on n'en est pas encore là. Maintenant, il y a des bruits qui courent que Apple va venir sur le smartphone pliant. A priori, c'est confirmé. Mais so what? On a maintenant des smartphones chinois qui sont super bluffants, qui se plient dans tous les sens, etc., qui sont 2 fois plus chers que des iPhones. Est-ce que c'est là des choses auxquelles il faut qu'on se prépare? L'émergence de véritables innovations chez ceux qu'on appelait des copieurs. Moi, quand je vois ce qu'ils font en véhicule tech, les Chinois, ils n'ont plus rien à apprendre des autres. Clairement, on est sur un déluge de luxe, de fonctionnalités, de facilité, de technologie. Et puis surtout, ils sont très, très, très compétitifs sur le prix. Moi, je dirais, alors pour répondre à ta question, je dirais surveillons encore plus la Suisse, la Chine. Ok. Lapsus. Regardons encore plus précisément ce que font nos amis chinois parce que, à mon avis, ils n'ont pas fini de nous surprendre. C'est marrant que tu dis ça parce que Bruno répondait lui de son côté une tendance importante pour 2026, les robots. Et on a vu que la Chine tirait la sonnette d'alarme, une espèce de crise de la robotique. Donc c'est intéressant en tout cas, on regardera ça ensemble. Ultime question avant de te libérer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur concrètement une start-up qui veut se présenter au CES? On va pas lui donner le tuto là en 2 minutes. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et sans doute qu'il est un petit peu tard là, début décembre. Mais enfin, se donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce que ça coûte et est-ce que tout le monde peut y aller? Tout le monde techniquement peut y aller avec une techno qui n'a pas été présentée, qui n'est pas trop vieille, parce qu'effectivement, comme je le disais, on peut revenir 2 fois de suite, 2 ans de suite à l'Eureka Park, par exemple, parce que c'est la place to be pour les startups. En tout cas, c'est là où il faut aller si vous voulez payer moins cher, si vous voulez être accompagné, si vous voulez être coaché. Donc, renseignez-vous par vos régions, chez vos régions, vos pays. Pour la Suisse, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent depuis la Suisse, ça se passe autour de la SGE, Swiss Global Enterprise, ou Présence Suisse. Vous allez sur leur site internet, vous trouvez toutes les infos. Alors, tu as raison, pour le timing, c'est un peu juste.
Mais c'est pas impossible. C'est-à-dire que vous pourriez imaginer y aller. Je pense du côté de la French Tech, il doit encore exister cette souplesse de leur permettre justement de venir choper le train en marche. Là où c'est dommage, c'est que s'intéresser au tout début de l'été au CES, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le timing pour concourir aux awards. Ça vaut la peine. Alors oui, ça coûte un peu d'argent, quelques centaines de dollars. En plus, après d'aller, hein, bien évidemment, on va revenir sur les coûts. Mais là, vous jouez dans la cour des grands, vous allez être jugé, jaugé par des juges un peu partout dans le monde. Et si vous êtes shortlisté, ce qu'on appelle les nominees, bah, vous êtes visible, vous allez recevoir un prix. Et là, je vous assure que ça va changer la vie. En tant qu'exposant, préparez-vous à très peu dormir, à vivre des journées très très denses, parce que vous allez voir passer du monde sur votre stand, des médias, des investisseurs, des distributeurs. Et puis, après, les coûts, alors je crois savoir me rappeler que pour la France, c'est beaucoup plus avantageux sous l'égide de la French Tech, parce qu'il y a des fonds... français, il y a de l'aide financière pour faire ça. Chez nous, il faut compter environ 5 000 francs suisses parce que oui, il y a le logement, les avions sont hyper chers. Mais nous, le premier truc quand on rentre, c'est qu'on réserve déjà l'hôtel et l'avion. Donc fin janvier, on a déjà booké pour l'année suivante. Donc il ne faut pas rêver, les prix sont de toute façon à la hausse. En allant sous l'égide d'un pays, d'une organisation, vous allez vous faciliter la vie pour ces parties d'organisation. Ne visez pas le 5 étoiles, le machin, le truc. Ouais. De toute façon, vous allez très peu dormir. Vous n'allez pas profiter de l'hôtel. Nous, on est tout sauf fans de casino. Donc, on a même réussi à trouver un hôtel où il n'y a pas de casino. Ça, c'est pas mal du tout, ne serait-ce que pour le bruit et les trucs comme ça. Et puis, pour aller au CES, en fait, maintenant, il faut simplement rentrer sur ces.tech. Puis là, c'est payant, sauf pour nous, les vieux, les alumni. Mais ça coûte une centaine de dollars. Et puis après, vous vous baladez pendant les 4 jours où vous voulez avec votre badge. Mais renseignez-vous déjà auprès de votre région pour les Français. La Belgique vient aussi, on prend renfort. Il y a la Wallonie qui fait beaucoup de choses pour accompagner justement nos amis belges. La Suisse, je vous l'ai dit. Pour l'Italie, il y a aussi de quoi faire. Pour l'Allemagne, je ne sais plus s'ils viennent encore avec un pavillon parce que je les ai vus, je les ai plus revus. Et puis pour les autres pays d'Europe, vous allez probablement trouver effectivement des similarités par rapport à ça. Le timing idéal, c'est avant le début de l'été, c'est de se préparer, c'est d'avoir plusieurs protos, parce qu'il vous faut un proto que vous allez mettre à disposition du jury. D'ailleurs, il y a un endroit qu'il vous faut visiter quand vous allez au CES, c'est les awards. Ils sont tous exposés. On ne peut pas les toucher, ils sont sous verre, mais au moins on peut voir la techno présentée par tous les exposants qui ont réussi à gagner un prix. Et puis, bien sûr, il vous faudra d'autres protos pour les présenter physiquement sur votre stand. Voilà. Prévoyez de la mélatonine, des vitamines, et puis des petites affaires chaudes, parce que Vegas, en janvier, c'est 13 degrés. C'est pas si chaud que ça. C'est vrai que c'est pas l'image que j'en ai, mais tu as raison de le rappeler, effectivement. Et de très bonnes chaussures. Vous allez beaucoup marcher. Oui, parce que vous allez beaucoup marcher, et sans doute pas des chaussures neuves, parce que si vous blessez dedans, ça va être l'enfer. Bruno précise, un stand de 9 mètres carrés dans le Reka Park, c'est 2500 $. Donc il est tout nu. Le stand est tout nu. Ouais, c'est l'emplacement, quoi. C'est plus cher que les raideries en Picardie, inévitablement. Merci infiniment, en tout cas, pour ton témoignage, ton regard. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, ou un mot de la fin, une préco, une alerte que tu voudrais faire aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, que ce soit au sujet du CIS ou au sujet de la tech en général? Alors, il y a un truc que j'aime bien dire en formation ou en général, la curiosité, ça s'enseigne pas. Restez curieux, partez pas avec des préjugés. Moi, la première fois où je suis allé au CES, j'étais très content d'avoir Bruno et Laurent à mes côtés, parce que j'entends très souvent des gens me dire « Ouais, je vais aller au CES. Non, mais je vais me débrouiller tout seul. »
ça va pas être la meilleure de tes expériences parce que c'est très grand. Faites confiance. Là, je leur fais de la pub, mais je les connais pas personnellement. On peut en entendre parler dans un des podcasts, un des épisodes de Bruno Guglielminetti, voilà, chez qui je collabore puisque je fais des chroniques chez lui de temps en temps, moncarnet.com. Et il a invité les auteurs du guide de survie du CES et deux Français qui écrivent un guide qui est très complet, qui est un peu cher, je trouve, mais qui est très utile. Voilà. Ça, c'est peut-être aussi un petit livre de chevet, ou en tout cas pour le vol dans l'avion, à lire, parce que ça vaut la peine d'être entouré, même en tant que simple visiteur. Restez curieux, voilà. Écoutez Tech Café et puis allez poser 1 ou 2 dollars ou euros sur le Patreon parce qu'effectivement, il mérite son salaire, notre Guillaume. Voilà. Comme ça, j'ai fait ta promo. Merci infiniment, ça me fait gagner du temps sur ma propre conclusion, voilà qui est très malin. thierryweber.com. On te retrouve aussi sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux de manière générale. Sur X, sur Threads, sur Insta, sur TikTok, partout. Tu fais ça bien, tu es partout. Merci infiniment pour ton temps et ton témoignage. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.